Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie, l'esprit et la lettre de la Déclaration. L'apport de la science politique dans l'analyse de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Chloé Ponzo. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 fait partie du bloc de constitutionnalité sous la Ve République. Rédigé il y a plus de 200 ans, ce texte fait aujourd'hui partie du droit positif français et la reconnaissance de sa valeur constitutionnelle, par le Conseil constitutionnel, le place au sommet de la hiérarchie des normes de Hans Kelsen. Le succès de ce texte est également conforté par les nombreux travaux disponibles sur cet objet. Cependant, il est possible de constater que la majorité des travaux portant sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen privilégie une approche historique ou philosophique, et paradoxalement, on retrouve très peu de travaux en droit malgré le caractère largement juridique de ce texte. Enfin, on peut noter que peu, voire pas de travaux en sciences politiques ont pour objet la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, malgré son caractère politique. Cette contribution se propose de mettre en lumière les méthodes de la science politique, qui permettent d'analyser au présent un objet du passé, à travers l'exemple de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Cette contribution privilégie une approche méthodologique et épistémologique. Ainsi, l'objet de cette contribution n'a pas tant pour ambition de proposer une analyse de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que de présenter les enjeux et expliquer la démarche des politistes pour analyser un objet du passé. En ce sens, on ne prétend pas à une analyse de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen à proprement dite, mais à une ébauche d'analyse. À travers l'exemple d'une décision politique, l'affichage de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dans les établissements scolaires à partir de 2011, nous nous efforcerons de proposer des pistes de réflexion pour analyser la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en sciences politiques. L'INTERET d'une approche par la science politique. La science politique, en tant que discipline scientifique, est récente puisqu'elle émerge au XIXe siècle. À cette période, la science politique s'autonomise des autres disciplines avec lesquelles on considérait jusque-là qu'elle formait un tout, l'économie et le droit. Progressivement, la science politique s'émancipe des cadres théoriques de ces disciplines, et l'intérêt pour la chose publique, ou la chose politique, devient un objet et un champ d'étude spécifique. Cependant, comme le soulignent Christophe Roux et Éric Savarez dans un récent manuel de sciences politiques qu'ils co-dirigent, la discipline sciences politiques, si elle est désormais autonome, puise néanmoins des outils intellectuels dans les sciences sociales voisines, principalement dans la sociologie, l'histoire et l'anthropologie. La science politique est alors une discipline dite éclectique. Cette proximité avec d'autres disciplines explique notamment le fait qu'il existe plusieurs pôles d'intérêt au sein même de la science politique, qui se constituent en sous-disciplines. Les relations internationales, l'analyse des politiques publiques, l'histoire des idées politiques et la philosophie politique, ainsi que la sociologie politique. Cette dernière est considérée comme étant l'approche nettement dominante en sciences politiques. La sociologie politique est une analyse centrée sur les institutions, les processus décisionnels et les acteurs qui prennent part à ces décisions. L'ensemble de ces sous-disciplines, qui se distinguent par les objets sur lesquels elles portent, peuvent être mobilisées dans la production de savoir en sciences politiques. Quel serait en TLA, apport de la science politique dans l'étude de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? Comme l'affirme Antonin Cohen, comprendre une interaction en apparence aussi simple et limitée que la rédaction d'un discours politique implique paradoxalement de procéder à toute une série d'opérations d'ordre méthodologique, plus ou moins explicites, qui emportent avec elles autant de pratiques d'ordre empirique. En d'autres termes, cela signifie que derrière un objet qui va de soi, se retrouvent des interactions qui ont influencé la production même de cet objet. D'une manière générale, les sciences sociales s'accordent pour affirmer que la genèse, les usages et les pratiques d'une institution ou d'un objet doivent être mis en lumière pour comprendre leur fonctionnement. Pour François Buton, une analyse sous la forme objectivée n'est pas suffisante du point de vue savant. Ainsi, si les études et réflexions disponibles sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen portent précisément sur la lettre, au sens de contenu,
sur les modalités de son élaboration ou bien encore sur sa portée, on peut regretter le manque de travaux sur les usages de cette déclaration, en particulier celui qu'en font les acteurs publics à l'heure actuelle. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, un objet de la science politique ? Malgré le caractère largement politique de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et les multiples références qui lui sont faites dans le discours politique, on peut s'étonner du peu de travaux sur cet objet en sciences politiques. Comme chaque science, la science politique dispose de domaines de recherche qui lui sont propres, ses objets et ses façons de les traiter, la méthode. Comme le souligne Yves Chemeille dans son manuel d'introduction à la science politique, la science politique est la science de tout ce qui peut être considéré comme politique. Néanmoins, on ne le répétera jamais assez qu'aucun objet n'est naturellement porté à l'attention des politistes. En ce sens, la science politique travaille à la fois sur des objets donnés et matériels, comme par exemple un discours politique ou une institution, à la fois sur des objets construits comme par exemple les processus de politisation, l'acte de vote. Concernant la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elle a un caractère politique. Elle est rédigée puis adoptée le 26 août 1789, mais force est de constater que ce texte est encore d'actualité. En effet, alors même que la citoyenneté est un concept en perpétuelle évolution et redéfinition, la référence à cette déclaration est encore d'usage. Une illustration de la place accordée à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, outre sa valeur constitutionnelle consacrée à partir de 1971 par le Conseil constitutionnel, et son affichage obligatoire dans toutes les écoles élémentaires et collèges de France. Cette mesure est mise en place par François Fillon dans le cadre de sa politique de définition de l'identité nationale, et est portée en 2011 par Luc Châtel, qui est à l'époque ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative. Cette mesure prévoit l'affichage de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans les établissements scolaires et s'accompagne d'un livret pédagogique, à destination des enseignants, qui résume l'histoire, l'ambition et la portée de la déclaration. Cette mesure s'inscrit dans la formation civique des élèves, dans le cadre de l'apprentissage à la citoyenneté. Les méthodes d'analyse de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de 1789. Comment la science politique pourrait analyser la décision de l'affichage de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dans les établissements scolaires ? Cette analyse peut se faire par plusieurs approches. Dans cette contribution, il conviendra de proposer des pistes d'analyse par l'approche socio-historique, ainsi que de montrer comment l'analyse des politiques publiques ou la sociologie politique pourrait contribuer à l'analyse de cette décision politique. Les méthodes et pratiques, de la SOCIOHISTOIRE. Le caractère historique de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen nous invite dans un premier temps à revenir sur les usages de l'histoire en sciences politiques. La socio-histoire est un label qui se développe dans les années 1990. Pendant très longtemps, la socio-histoire est présentée comme un label qui englobe les travaux qui se situent entre l'histoire et la sociologie. La socio-histoire est également présentée comme une véritable boîte à outils, qui permet de comprendre comment les choses du présent fonctionnent, à la lumière de leur passé historique. Une approche par la socio-histoire présente plusieurs avantages. Tout d'abord, un des principaux avantages d'une approche par la socio-histoire est qu'elle permet d'étudier un objet du passé sans pour autant délaisser les usages présents de l'objet dans l'analyse. Pour François Buton, l'historicisation des objets contemporains est conjointement pensée comme une triple opération conduisant à analyser la genèse de ces objets, le passé du présent, à examiner pour lui-même le processus génétique, le présent du passé et à rendre visibles tous les processus concurrents qui n'ont pas abouti, le passé du passé. Si à l'heure actuelle, des références explicites sont faites à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il n'en demeure pas moins que cette déclaration est un objet du passé, et que la genèse de cette déclaration ne peut être exclue de l'analyse si l'on souhaite comprendre les usages de cette déclaration au présent. L'étude de l'affichage de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 dans les écoles élémentaires et collèges de France pourrait se faire en réalisant une socio-histoire de l'instruction civique à l'école.
La socio-histoire ne dispose pas de méthode propre. Elle emprunte les méthodes de travail des historiens statistiques, archives et des sociologues, reconstitution et recoupement des récits par exemple, analyse de documents, réalisation d'entretiens. Une telle approche pourrait permettre d'analyser les évolutions successives qui ont conduit à faire de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen le cœur de l'instruction, désormais éducation civique dans les programmes scolaires de l'ensemble des établissements publics en France. Autrement dit, une telle approche pourrait permettre d'éclairer la façon dont on a érigé les principes énoncés dans la Déclaration comme étant les valeurs qui constituent les fondements de l'instruction civique des citoyens en devenir. Une analyse par la socio-histoire pourrait ainsi contribuer à expliquer le succès de cette déclaration et retracer la valeur qui lui a été accordée au cours des 2 derniers siècles. L'avantage d'une approche par la socio-histoire est qu'elle pourrait éventuellement éclairer différentes périodes dans lesquelles la valeur accordée à la déclaration n'a pas toujours été la même. Par exemple, expliquer pourquoi en 2011 se développe un intérêt particulier pour la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui va être mobilisée dans les discours politiques des acteurs de droite principalement. L'analyse des politiques publiques et la sociologie de l'action publique. Dans un second temps, l'affichage de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dans les établissements scolaires peut également être étudié sous l'angle de l'analyse des politiques publiques et la sociologie de l'action publique. En effet, l'affichage de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans les établissements scolaires résulte d'une décision prise par les pouvoirs publics dans le cadre de l'instruction civique des élèves. L'analyse des politiques publiques est un champ spécifique de la science politique qui se développe dans les années 1960 aux États-Unis. L'analyse des politiques publiques est la science de l'État en action. L'action de l'État devient un construit social et politique. Cette approche permet notamment d'analyser les pratiques et les représentations des acteurs impliqués. Dans le cas de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, cette approche va s'intéresser dans un premier temps aux acteurs qui font référence à cette déclaration. Cette approche va également s'intéresser aux représentations et aux discours mobilisés lorsque ces acteurs font référence à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. En reprenant la question de l'affichage de cette déclaration dans les établissements scolaires, cette approche peut également analyser une décision publique de façon processuelle. Comment en arrive-t-on à une telle décision ? Qui sont les acteurs à l'origine de cette décision ? Est-ce que d'autres acteurs sont contre cette décision ? Quels sont les arguments pour justifier une telle décision ? Quels sont les effets de cette décision ? Est-ce qu'en pratique cet affichage est mis en place dans l'ensemble des établissements scolaires ? Dans un premier temps, il convient de s'intéresser aux acteurs qui mobilisent la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Qui sont les acteurs qui font référence à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? Parmi les acteurs qui font référence à cette déclaration, il y a les institutions. En effet, on peut constater une référence à la déclaration sur l'ensemble des sites Internet des institutions, Sénat, Assemblée nationale, Conseil d'État, Conseil constitutionnel mais aussi sur le site de l'Élysée. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen figure également dans les programmes officiels d'histoire et d'éducation civique, fixés par l'Éducation nationale au niveau élémentaire et au collège. Une approche par la science politique vise à éclairer cette référence à la déclaration par les institutions principalement. On peut également s'intéresser au discours de ces acteurs. Quel est le discours tenu par les différents acteurs sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? On peut dans notre exemple de recherche citer le discours de Luc Chatel. Dans sa lettre envoyée à tous les établissements scolaires, Luc Chatel affirme que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 est devenue, à côté de la Marseillaise et du drapeau tricolore, l'un des symboles de notre République. Cependant, en regardant l'article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958, on s'aperçoit que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne figure pas dans la liste des symboles de la Ve République. La référence à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dans les républiques précédentes, est encore moins évidente. Ainsi, du point de vue de la science politique,
l'analyse de ce décalage entre le discours et la lettre constitutionnelle peut faire l'objet d'une analyse afin de mettre en évidence les raisons, les effets et les justifications d'un tel décalage. Au terme de cette contribution, nous avons souhaité montrer comment la science politique pourrait faire de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen un objet d'étude. Sans mener en pratique cette analyse, nous avons plutôt souhaité soulever des pistes de réflexion possibles pour analyser autrement et sous un nouvel angle la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. L'objectif de cette contribution est de soulever des questions qui pourraient permettre, à condition de mener à terme une recherche sur cet objet, de renouveler l'analyse de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. En effet, si la lettre, c'est-à-dire le contenu de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen fait couramment l'objet de travaux et réflexions, on peut cependant regretter le manque de travaux sur les usages de cette déclaration en politique. Ainsi, en reprenant les pistes d'analyse proposées dans cette contribution, la science politique pourrait contribuer à enrichir les réflexions qui portent sur le succès de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, encore d'actualité, plus de 2 siècles après son adoption. Bibliographie. Ouvrages et manuels. Philippe Brault, La science politique, Paris PUF 1993. Pascal Delouit, Introduction à la science politique, Bruxelles, Editions de l'Université de Bruxelles, 2018. Pierre Muller, Les politiques publiques, Paris, Presse universitaire de France, que sais-je. 2011. Robert Nadeau, Vocabulaire technique et analytique de l'épistémologie, Paris, PUF 1999. Christophe Roux, Éric Savarez, Sciences politiques, Bruxelles, Bruylant, Collection Paradigme, première édition 2007. Chapitres d'ouvrages et articles. François Buton, Nicolas Mariot, Socio-histoire, in Dictionnaire des idées, 2e volume de la collection des notionnaires, Encyclopædia Universalis 2006, pp 731-733. François Buton, Portrait du politiste en socio-historien, La socio-histoire dans les sciences politiques, in François Buton, Nicolas Mariot Ondir, Pratique et méthode de la socio-histoire, Paris PUF 2009, pp 23-38. François Buton, Histoire d'institutions. Réflexion sur l'historicité des faits institutionnels, Raison politique, volume 40, numéro 4, 2010, pp 21-41. Antonin Cohen, Le jour où l'Europe est née. Socio-histoire d'une décision politique, in François Buton, Nicolas Mariot Ondir, Pratique et méthode de la socio-histoire, Paris PUF 2009, pp 125-167. Brigitte Gaïti, Entre les faits et les choses. La double face de la sociologie politique des institutions, in Antonin Cohen, Bernard Lacroix, Philippe Rioux-Torte, dire Les formes de l'activité politique. Éléments d'analyse sociologique, 18e-20e siècle, Paris PUF 2006, pp 39-64. Dominique SCHANAPPER. Faut-il instaurer la citoyenneté résidence? Pardès, volume 52, numéro 2, 2012, pp 83-90. Les libertés de la Déclaration de 1789 à l'épreuve, de la politique pénale des mœurs, de la Troisième République, 1879 à 1914. Guillaume Gonin. Dans le cadre de l'analyse des modes socio-politiques d'élaboration du droit, la question pénale apparaît indéniablement d'une très grande richesse. Parmi les périodes les plus marquantes de l'histoire de la politique pénale, la Révolution se distingue des autres en ce qu'elle marque le point de départ d'une refondation du système pénal français sur la base de valeurs nouvelles proclamées par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Ainsi, les éminents principes de l'égalité des délits et des peines, le principe de proportionnalité, ou encore le jury populaire sont inscrits au panthéon des institutions juridiques fondamentales du droit français. Tout au long du XIXe siècle, les principes de la Déclaration vont tantôt souffrir, tantôt bénéficier des innovations institutionnelles issues des nombreux changements de régime politique de l'État. Mais ce n'est qu'à la Belle Époque, lors de la proclamation de la Troisième République, que les principes de la Déclaration trouvent leur meilleure traduction normative. En effet, les débuts de la Troisième République offrent un formidable terrain d'expérimentation pour la mise à l'épreuve des fondations politiques du droit républicain. Pour cause, cette période marque un véritable tournant civilisationnel.
les techniques industrielles se perfectionnent, les centres urbains ne cessent de croître et la société connaît un essor sans précédent engendrant aussi un essor de la délinquance et une évolution de ses formes. Dans un tel contexte, la politique pénale de la République devait nécessairement s'adapter. Dès lors, les républicains entendent bâtir un ordre public à leur image, ce qui implique d'assurer la pérennité d'un État de droit inspiré par les principes révolutionnaires, parmi lesquels la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen tient une place d'honneur. Néanmoins, le droit constitutionnel du début de la Troisième République n'est pas encore assez mûr pour assurer la garantie efficiente des droits issus de la Déclaration de 1789. En effet, celui-ci n'étant ni érigé en système, ni incarné par une institution capable de contraindre le législateur, il ne peut produire que la doctrine. Or, au lendemain du changement de régime, l'objet éminemment politique de ce droit supralégislatif entraîne le développement d'une doctrine qui se montre largement enchâssée dans la sphère politique, de sorte que les théories constitutionnelles qu'elle fabrique sont tout à la fois politiques et juridiques. Dans ce contexte d'ambivalence, c'est le pouvoir judiciaire qui se voit officieusement conférer le rôle de gardien de la Constitution. En effet, les constitutionnalistes s'accordent à reconnaître le droit pour chaque tribunal de refuser d'appliquer une loi qui dérogerait au principe supérieur du droit. Dès lors, il est difficile de parler de garanties effectives des droits fondamentaux, d'autant plus que la République est encore profondément animée par la philosophie rousseauiste selon laquelle une loi qui émane de la souveraineté nationale est incapable de nuire à la nation puisqu'elle n'a pas la volonté de se nuire à elle-même. Par ailleurs, la Constitution de la Troisième République porte ostensiblement la marque du légicentrisme, puisque celle-ci se compose de 3 lois dites constitutionnelles des 24, 25 février et 16 juillet 1875. En outre, on remarque une grande absence au sein de ce corpus. Nulle mention ou référence à la Déclaration des droits de l'homme n'est faite et aucune disposition que ce soit ne semble suppléer à ce vide. Ce silence délibéré est à mettre en relation avec la majorité monarchiste de l'Assemblée nationale, et donc, de la Commission des 30 chargée d'élaborer la nouvelle Constitution. Pour autant, la République est proclamée et suite aux élections sénatoriales de 1879, le régime amorce pleinement son tournant républicain, gage éminent de l'élévation des principes de la Déclaration au sommet de la hiérarchie des normes. Dorénavant, la République doit faire face à un chantier législatif d'une ampleur considérable puisqu'elle a pour ambition de refonder et d'harmoniser le corps social sous l'égide du progrès. Ainsi, l'heure est à la régulation de la société en accord avec la culture politique républicaine. En effet, la nation française, éprouvée par un siècle lourd de guerre, de révolte et de censure, voit en la consolidation de cette République nouvelle l'espoir d'un apaisement général porté par un élan libéral riche de promesses. L'espoir est d'autant plus grand que l'esprit réformateur et libéral du législateur est en train de se traduire par l'élaboration de grandes lois, qui fondent encore aujourd'hui les valeurs de la République. C'est alors que débute la belle époque des libertés publiques. Mais ce retour au régime républicain implique une approche renouvelée de la conciliation des droits de l'individu avec les impératifs de l'ordre public. Pour cette raison et pour d'autres, la question pénale figure parmi les préoccupations centrales de la République. De plus, le contexte dramatique dans lequel émerge la Troisième République ne sera pas sans incidence sur sa politique pénale. En effet, les épisodes consécutifs de la défaite de 1870 et de l'insurrection de la Commune de Paris auront une influence non négligeable sur l'action du législateur. En effet, ce dernier entendra remédier à la démoralisation du corps social puisque depuis 1870, un profond sentiment d'amertume et d'humiliation anime le peuple français. Le moral est au plus bas, et la population semble interpréter ces événements comme le signe de la déchéance du prestige français. Le témoignage de Victor Hugo, dans son recueil de poèmes intitulé L'année terrible, illustre l'ampleur de ce traumatisme national. Il est alors question de rechercher les causes de cette défaite, et trouver des remèdes à la démoralisation ambiante. Parmi toutes les raisons soulevées, certaines sont en lien avec le processus de dégradation des mœurs, dont l'origine remonterait aux pratiques du libertinage et à la libération progressive des mœurs issues des XVIIe et XVIIIe siècles. En outre, et de façon plus générale,
la République entend faire appliquer sa propre morale, qui tout en étant laïque, n'en demeure pas moins rigoureuse. Le législateur de la Troisième République fait donc de la question des mœurs une préoccupation majeure. Dès lors, pour assurer la cohésion sociale, la République entend forger un citoyen nouveau. Pour ce faire, il faut changer l'homme de l'intérieur en cherchant en son cœur la garantie de sa conduite et ainsi, former un citoyen vertueux en modifiant la conscience et les mœurs. C'est ici qu'intervient ce que nous appelons la politique pénale des mœurs, définie comme l'ensemble des actions et stratégies ayant pour finalité de moraliser le corps social par la voie pénale. Son analyse permettra d'enrichir l'étude des restrictions apportées aux libertés publiques durant cette période qui est aussi, paradoxalement, celle de l'exaltation des libertés. Il va de soi que l'âge d'or des libertés publiques trouve sa limite dans des impératifs d'ordre public. Mais au regard de l'interdépendance de ce nouvel ordre naissant avec la morale publique et les bonnes mœurs, il nous a semblé intéressant de confronter les aspects les plus emblématiques de la politique pénale des mœurs, au principe et à la lettre de la Déclaration de 1789. Dès lors, dans quelle mesure l'entreprise républicaine de régulation des mœurs respecte-t-elle les libertés et les dispositions de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? L'étude complète des enjeux sociaux, juridiques et politiques que soulève une telle problématique nécessiterait un trop long développement. Néanmoins, il est possible d'en avoir un aperçu suffisamment démonstratif en bornant notre étude à l'analyse du traitement républicain de deux phénomènes sociaux emblématiques, et qui se situent au cœur des préoccupations morales de la République, la prostitution et la pornographie. Ainsi, nous présenterons tout d'abord les raisons de la réticence du législateur à remédier aux violations manifestes et récurrentes des droits fondamentaux des prostituées par la police des mœurs, I. Dans le domaine de la pornographie, en revanche, la République n'a pas hésité à légiférer abondamment, mais les mécaniques répressives ne se sont pas toujours en accord avec les principes de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 2. 1. Le traitement de la prostitution, en contradiction avec liberté de la déclaration. Bien que dans le domaine de la prostitution, la République se soit accommodée de l'héritage d'une réglementation arbitraire, il convient de lui reconnaître le mérite d'avoir brisé le silence législatif d'une tradition qui remonte à l'Ancien Régime, à la persistance d'une réglementation attentatoire aux libertés fondamentales. En matière de prostitution, la Troisième République n'a fait que proroger les normes locales traditionnelles que le législateur révolutionnaire s'était refusé d'interrompre. Près d'un siècle plus tard, la prédominance des préoccupations de santé publique fait que le législateur républicain se trouve dans l'incapacité de réformer sa politique prostitutionnelle, le développement du réglementarisme par défaut de base légale. La prostitution est considérée en France comme un mal inextricable, dont les divers gouvernements qui se sont succédés n'ont rien trouvé de mieux pour en atténuer les effets et la généralisation, que de la réglementer. Ce modèle d'action publique qui remonte à l'Ancien Régime n'a pas échappé à l'esprit de réforme du législateur lors de la période révolutionnaire. En 1796, sous le Directoire, les députés sont appelés à légiférer sur la question prostitutionnelle. En effet, la diversité ainsi que l'incohérence des ordonnances royales et des règlements de police auxquels étaient soumises les filles publiques nécessitaient une régénération de la législation sur la prostitution. Cependant, contrairement aux attentes, les débats à l'Assemblée n'aboutissent qu'à une dépénalisation des pratiques prostitutionnelles en contrepartie d'une surveillance policière et médicale. Il en résulte un silence dans les codes pénaux qu'aucune loi n'a modifié, et c'est sur cette absence de base légale que le réglementarisme du XIXe siècle s'est épanoui. Dès lors, quels sont les moyens juridiques sur lesquels se fonde la politique prostitutionnelle de la Troisième République ? Le vide juridique légué par la Révolution conjugué à l'inaction délibérée des législateurs successifs, a entraîné l'existence d'un régime exorbitant du droit commun reposant sur un ensemble composite de normes. En province, les maires s'appuient sur l'article 97 de la loi d'avril 1884 qui elle-même reprenait l'article 3 du titre XI de la loi des 16 au 24 août 1790. Ces dispositions confèrent aux maires, chefs de la police municipale, le devoir d'assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publique. Cette même loi,
en son article 94, reprend les dispositions de l'article 11 de la loi de 1837 pour justifier le pouvoir des maires d'édicter des règlements municipaux. Si leur pouvoir repose sur une base légale effective, les moyens juridiques employés par le préfet de police à Paris étaient d'une toute autre nature. En effet, ceux-ci reposaient sur des ordonnances royales de l'Ancien Régime, du 20 avril 1684 et du 26 juillet 1713 qui conféraient aux prévôts de Paris leurs prérogatives en matière d'ordre public. Mais le cœur de l'argumentaire juridique du préfet servant à justifier ces prérogatives repose sur une combinaison de l'ordonnance de 1778, du lieutenant général Lenoir réglementant spécifiquement le rôle de la police des mœurs, avec l'article 484 du Code pénal qui prévoit d'observer les lois et les règlements spéciaux qui n'ont pas été réglés par le présent Code. Tel est le socle normatif sur lequel le réglementarisme s'est prorogé en République. B. La prorogation d'un réglementarisme arbitraire au nom de la santé publique. Si on se réfère à la lettre de la Déclaration de 1789, le réglementarisme implique par nature la violation de l'article 7 qui consacre la force obligatoire du droit sur la seule et unique base de la loi. Néanmoins, on ne saurait reprocher au législateur républicain son manque de célérité mais plutôt le désintérêt dont il fait preuve dans le domaine de la prostitution face à une réglementation arbitraire. En effet, d'après le rapport de Félicien Hennequin de 1904 sur le réglementarisme commandé par le ministère de l'Intérieur, il existe plus de 570 règlements relatifs à la prostitution. Certes, tous ont leurs spécificités, mais ils se fondent sur le même raisonnement. Bien que la prostitution ne soit pas un délit, elle est un métier dangereux, un péril permanent pour la sécurité, l'ordre et la santé publique, d'où la nécessité de l'intervention de la préfecture de police à Paris, de l'autorité municipale en province. C'est essentiellement pour des raisons liées à la prophylaxie vénérienne que la République a admis un réglementarisme attentatoire à la liberté individuelle des prostituées, et plus largement, des femmes. Cette prééminence des intérêts de la santé publique est à mettre en lien avec la montée du mouvement hygiéniste que connaît la République en cette fin de siècle. En effet, à l'heure où la République entend assurer la cohésion sociale de la nation sous l'égide du progrès, une partie du corps médical atteint les hautes sphères du pouvoir, à l'instar du sénateur Théophile Roussel ou du président de la République Georges Clemenceau. En outre, près de la moitié des députés et des sénateurs sont hygiénistes, ce qui n'est certainement pas sans incidence sur la réticence dont a fait preuve le législateur sur la question prostitutionnelle. Dès lors, au Parlement, hygiénistes et moralistes s'accordent à reconnaître le réglementarisme comme la seule politique prostitutionnelle sérieusement envisageable. Or, cela implique pour la République libérale de s'accommoder d'une politique qualifiée par certains auteurs de quintessence de l'arbitraire. En effet, à la Belle Époque, le pays des droits de l'homme exclut du champ de la loi toute une catégorie de personnes, les prostituées, dérogeant ainsi au principe de l'égalité des délits et des peines inspiré des thèses de César Beccaria et consacré par les articles 1, 5, 7 et 8 de la Déclaration. Plus précisément, l'arrestation sans mandat, l'incarcération préventive sans délit, l'emprisonnement sans jugement ni appel, telle est la trilogie forgée pour les prostituées. Parmi toutes les mesures antilibérales, voire inconstitutionnelles, qu'on relève au sein du réglementarisme, deux procédures témoignent clairement de leur caractère arbitraire. La procédure de recensement des prostituées et l'incarcération par mesure disciplinaire. Concernant la procédure de dénombrement, elle passe par l'inscription de la femme sur les registres de la police des mœurs. Loin d'être anodin, cet acte a pour conséquence l'entrée officielle en prostitution et entraîne la soumission obligatoire au règlement. À Paris, selon le règlement du préfet Gigot de 1878, c'est le chef du 2e bureau de la 1re division de la préfecture de police qui a en charge cette inscription. Si la femme est mineure ou si celle-ci se montre récalcitrante, c'est une commission qui procède à son audition et celle de l'agent qui l'a arrêtée. En province, dans la plupart des communes, ce sont les maires qui doivent procéder à l'inscription bien que cela incombe le plus souvent à un commissaire, voire un simple brigadier. Là encore, le rapport d'Hennequin ne dénombre que 63 règlements, Paris excepté, qui font preuve d'un minimum de garantie avant de procéder à l'inscription. Parmi ces derniers, seuls 2 règlements, à Marseille et à Narbonne,
prévoit une procédure d'appel auprès des tribunaux de police. Cela étant, l'arbitraire du régime de police s'avère d'autant plus déplorable que de nombreux règlements rendent possible l'inscription d'office, reconnue légale par le Conseil d'État. Pourtant, d'après la Cour de cassation, l'inscription ne fait que présumer la pratique prostitutionnelle. Ce faisant, elle reconnaît la possibilité pour la justiciable de prouver devant les tribunaux judiciaires qu'elle ne s'adonne pas à la prostitution. Toutefois, même en cas de recours, l'inscription étant un acte administratif, le tribunal judiciaire ne peut prononcer la radiation d'une inscrite en vertu du principe de séparation des pouvoirs prévu par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui est ici paradoxalement mobilisé. Selon le rapport d'Hennequin, la majorité des règlements prévoit tout de même plusieurs causes officielles de radiation parmi lesquelles la plus simple semble être la présentation d'un contrat de mariage. Dans les autres cas, la radiation semble difficile à obtenir puisqu'elle s'acquiert souvent à la suite d'une enquête minutieuse sur la famille de l'inscrite et est parfois conditionnée par un stage probatoire de 3 à 9 mois. Il en résulte que le moyen le plus simple pour une inscrite d'échapper à l'arbitraire de la police des mœurs reste de disparaître. Concernant les punitions disciplinaires qu'encourent les prostituées en cas de manquement à la réglementation, une incarcération dont la durée varie en fonction du règlement attend les contrevenantes. Les sanctions sont laissées à la libre appréciation de l'autorité administrative, ce qui entraîne des incarcérations pouvant aller de 3 à 57 jours. De même, il convient d'évoquer l'éventualité dans laquelle la prostituée peut être incarcérée alors même qu'elle n'a pas dérogé au règlement. En effet, lors des visites médicales obligatoires, si la prostituée est reconnue porteuse d'une maladie sexuellement transmissible, elle se retrouve véritablement séquestrée dans un hôpital-prison, tel que l'hôpital parisien Saint-Lazare, jusqu'à ce que le médecin traitant et l'administration autorisent son départ. Malgré cela, la jurisprudence du Conseil d'État, à qui on ne saurait prêter les prérogatives d'un Conseil constitutionnel avant l'heure, a maintes fois réaffirmé que la légalité de la réglementation n'était pas contestée et donc non contestable. Cependant, nous assistons au tournant du siècle à quelques avancées sur la question des prostituées, mais dont le sort demeurera inchangé. B. L'esquisse d'un progrès, la loi concomitante au réglementarisme. Selon les travaux d'Amélie Maugère, on constate, au tournant du siècle, l'entrée progressive de la thématique prostitutionnelle dans l'enceinte parlementaire. Tout d'abord, le silence législatif caractéristique de la politique prostitutionnelle française est finalement rompu par le sénateur inamovible René Béranger au mois de mai 1895. C'est dans l'hémicycle du Sénat qu'il saisit ses pairs d'une proposition de loi, ayant pour finalité de faire entrer les prostituées dans le droit commun par le biais de la création d'un délit de racolage. La portée de cette proposition n'est pas des moindres puisqu'elle mettrait un terme à l'arbitraire policier, qui déroge indubitablement aux articles 5 et 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La venue d'une telle proposition de la part de ce moraliste notoire peut surprendre. Or, sa longue carrière de magistrat, ses inspirations libérales et son intérêt certain pour les bonnes mœurs font de lui le promoteur idéal d'une alternative au régime policier. En effet, il ne manque pas de rappeler dans ses propos que le projet qu'il porte est inspiré, par des considérations de haute moralité mais aussi par des préoccupations de légalité. En effet, le sénateur défend son projet en dénonçant non seulement l'illégalité mais aussi l'inefficacité de l'arbitraire administratif. Entre autres, la répression n'étant pas légalement organisée, elle ne peut s'exercer de façon uniforme et donc de façon égale. Or, cette inégalité dans la répression peut s'entendre comme une violation du principe d'égalité devant la loi prévu par l'article 1er de la Déclaration. L'esprit libéral du sénateur s'insurge contre cette inégalité qu'il estime scandaleuse. La police distingue entre les quartiers où s'échose la prostitution, lui paraissent devoir être pour la population qui les habite plus particulièrement révoltante et ceux qu'une longue habitude a rendus plus résignés. Dans les uns elle sévit, dans les autres elle laisse faire. Il poursuit : je ne puis pour moi admettre cette inégalité, une tolérance générale et complète me révolterait peut-être moins. Ainsi, la finalité de son projet n'est pas de bouleverser le système existant mais bien de limiter les pratiques arbitraires de l'administration. Ce faisant, il compte doter les prostituées des garanties juridictionnelles les plus fondamentales. Dès lors,
l'obligation pour les forces de police de rédiger un procès-verbal à chaque interpellation, la fixation de la peine et la garantie de recourir à un juge seraient prévues par la loi. Or, la proposition du sénateur n'a pas su convaincre l'Assemblée qui se montre sceptique quant à la création d'un délit de racolage. Ne trouvant pas d'accord sur les modalités du délit, la peur de voir la police désarmée de son droit d'arrestation a dissuadé le législateur de voter la proposition de René Béranger. C'est ainsi que la Troisième République a définitivement fait le choix de sacrifier les droits fondamentaux des prostituées sur l'autel de la santé et de l'ordre public. Les propos tenus par le garde des Sceaux Ludovic Trarieux lors de cette séance illustrent à merveille la fin du débat républicain sur la légalité de la prostitution. S'il ne s'agissait que d'une question de bonne mœurs, peut-être pourrions-nous faire l'expérience de la légalité. Mais il s'agit de bien d'autre chose, c'est la préoccupation de la santé publique. Le droit est ici avant tout dans la défense de l'intérêt social, et si les formes de la justice ne peuvent s'y prêter, il faut chercher en dehors de ces formes. Pour autant, René Béranger ne s'avoue pas vaincu et il sera en 1903 l'auteur et le rapporteur de la première loi sur la prostitution en périphérie du réglementarisme. Le fléau de ce que l'on appelle alors la traite des blanches relève d'une prise de conscience européenne de l'existence d'un proxénétisme international. Venu d'Angleterre dès 1895, la dénonciation de ce marché de la chair à l'échelle continentale va entraîner en France le vote de la première loi contre le proxénétisme, le 3 avril 1903. Cette loi s'inscrit dans une démarche républicaine de plus en plus assurée de moralisation du corps social. En effet, la loi vient modifier les articles 334 et 335 du Code pénal ainsi que l'article 4 de la loi du 27 mai 1885 sur la relégation des récidivistes tout en modifiant les articles 5 et 7 du Code d'instruction criminelle. Désormais, le souteneur est défini au terme de l'article 2 de la loi comme étant celui qui aide, assiste ou protège la prostitution d'autrui sur la voie publique et en partage sciemment les profits. L'article 3 complète cette disposition en prévoyant la possibilité d'une relégation dans les bagnes d'outre-mer en cas de récidive. En ce qui concerne les autres dispositions, elles étayent les différentes formes d'embauchage des femmes donnant lieu à condamnation. D'autre part, la modification des articles 334 et 335 du Code pénal augmente les risques encourus en cas d'embauchage d'une prostituée mineure et prévoit la déchéance de tous les droits du père sur son enfant si celui-ci en a favorisé la prostitution. Ainsi, ces dernières dispositions semblent présager la loi du 11 avril 1908 sur la prostitution des mineurs dont la paternité est à attribuer une fois de plus au sénateur Béranger. Cependant, cette loi ne sera pas satisfaisante à cause du manque d'établissements d'accueil qu'elle prévoyait. En outre, les articles 4 et 5 de la loi de 1903 font écho à la coopération internationale que nécessite la répression du proxénétisme transnational. En effet, le législateur a pris le soin de modifier les articles 5 et 7 du Code d'instruction criminelle pour éviter qu'un justiciable déjà condamné à l'étranger fasse l'objet d'une seconde condamnation en France pour les mêmes faits. Ce faisant, le législateur répond aux aménagements juridictionnels qu'implique la répression transnationale dans le respect de l'adage non bis in idem que l'on peut rattacher à l'article 8 de la Déclaration. Ainsi, la loi du 3 avril 1903 relève d'un progrès certain sur la question prostitutionnelle, constituant un premier pas vers la reconnaissance de la prostituée victime, qu'elle soit majeure ou non. De plus, le législateur s'attache cette fois-ci à légiférer. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.